Bonsoir, mesdames, messieurs. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de parler ce soir. C'est toujours un plaisir de présenter d'abord dans sa langue maternelle et de plus dans sa ville. Donc, le titre de ma présentation, dépistage du cancer du sein, un point sur les connaissances. Je vais vous parler principalement des résultats du handbook. Mais d'abord, peut-être quelques mots sur le dépistage en général. Je ne vous demande pas de pouvoir lire chacune des phrases sur ce diapositive, mais c'est simplement pour vous informer que sur le site de l'INCa, il y a les recommandations pour les différents dépistages qui ont été mises à jour tout récemment. Donc les 4 cancers pour lesquels les recommandations ont été émises sont le cancer colorectal, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer du mélanome. Pour 2 de ces cancers, notamment le cancer colorectal et du sein, il y a une frange de la population qui est à risque plus élevé et donc pour lesquels des mesures particulières doivent être prises, notamment sur l'âge à partir duquel le dépistage doit se faire, sur la fréquence du dépistage et sur la manière du dépistage. Donc voilà, les premières informations que vous avez sont sur ce site, sont très claires et sont tout à fait à jour. Quelques mots sur le cancer du sein en France. Donc ça, c'est une carte de l'Europe sur les taux estimés donc pour 100 000 femmes de cancer du sein en 2012. Donc on voit que la France est à peu près au même niveau que les autres pays d'Europe, sauf pour certains comme le Danemark ou les Pays-Bas ou la Belgique où les taux sont malheureusement plus élevés. Mais l'incidence est considérée comme relativement élevée, en tout cas par rapport à la moyenne mondiale. En dessous, vous avez la prédiction de l'augmentation jusqu'à 2030, qui est en fait basée principalement sur l'augmentation de la population et le vieillissement de la population. Vous voyez que c'est 58 000 cas supplémentaires de cancer du sein en France d'ici 2030. Alors voilà le résultat de l'évaluation du handbook. Cette diapositive est un résumé des critères d'évaluation et je vous recommande de garder en mémoire les couleurs pour la suite de mon exposé. Donc, pour ce qu'on appelle des indications suffisantes, dans les évaluations des monographies et des handbooks, on ne parle jamais de preuves, mais on parle d'un faisceau d'indications qui peuvent être suffisantes, limitées ou insuffisantes. Et les critères qui sont utilisés pour classer une intervention ou un agent dans ces catégories sont les mêmes pour toutes les évaluations qui sont faites pour garantir une uniformité. Donc pour les indications suffisantes, l'intervention est toujours associée à l'effet étudié et on a éliminé tous les facteurs de biais, de hasard, etc., épidémiologiques qui pourraient fausser cette association. Pour les relations pour lesquelles il y a une identification suffisante, vous avez soit du vert foncé pour des effets bénéfiques, soit du rouge foncé pour des effets néfastes. Quand les indications sont limitées, c'est-à-dire on trouve une association entre l'intervention, c'est-à-dire le dépistage, et l'effet qui est étudié, qui peut être soit un effet bénéfique ou délétère. Si les indications sont limitées, on va passer à une couleur vert clair ou un rouge clair, c'est-à-dire un rose. Si les indications sont insuffisantes, on va passer à du gris, que ce soit dans les effets bénéfiques ou néfastes. Voilà. Petit code couleur. Je suis désolée pour les daltoniens, j'espère que vous arriverez quand même à me suivre. Donc, le dépistage par mammographie, la première chose que nous avons évaluée, c'était son efficacité sur la réduction de la mortalité par le cancer du sein. On est bien d'accord. Donc, sur l'ensemble des données qui ont été données à être évaluées par le groupe de travail, celui-ci a considéré qu'il y avait des indications suffisantes que le dépistage par mammographie réduit la mortalité par le cancer du sein chez les femmes âgées de 50 à 69 ans.
Ça, c'est la tranche d'âge pour laquelle les données sont les plus abondantes et pour lesquelles les bénéfices sont les plus marqués. Le groupe de travail a ensuite cherché à voir si pour des classes d'âge plus âgées ou plus jeunes, aujourd'hui, on pouvait considérer qu'il y avait aussi un bénéfice et donc étendre la tranche d'âge pour laquelle on recommande un dépistage. Donc, sur la base des données, on a pu montrer qu'il y a des indications suffisantes pour que le dépistage par mammographie réduit aussi la mortalité par cancer du sang chez les femmes âgées de 70 à 74 ans. Ceci est nouveau par rapport à l'ancienne évaluation. Elle est liée évidemment au nombre d'études qui ont été faites depuis, et puis par rapport aussi à l'espérance de vie. L'espérance de vie ayant augmenté, il est bénéfique de faire des dépistages à des âges plus avancés, puisque les femmes auront une plus longue durée de vie après. Ça ne sert à rien de faire un dépistage pour une femme de 95 ans, parce qu'il ne va pas lui rester probablement pas beaucoup à vivre, bien qu'on le lui souhaite. Quand il s'agit des femmes plus jeunes, donc en dessous de 50 ans, là, le groupe de travail a considéré que les indications étaient limitées pour le dépistage par mammographie, à la fois pour la tranche d'âge de 40 à 44 ans et à la fois pour la tranche d'âge de 45 à 49 ans. Pourquoi ces deux tranches d'âge ont été séparées ? C'est parce que les données ne sont pas identiques et en fait, c'est pas évidemment pas le jour de votre anniversaire que ça devient bénéfique ou quoi, c'est comme un continuum. Donc à 40 et 44 ans, c'est limité, on va dire, c'est très limité, et entre 45 et 49 ans, c'est plus limité, on va dire, c'est moins limité dans le sens c'est plus suffisant. Voilà, donc en fait, il y a un continuum dans, on va dire, les bénéfices du dépistage vers un âge plus avancé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pourquoi il n'est pas nécessaire il n'est pas forcément bénéfique de commencer à dépister trop tôt. Je pourrais répondre à cette question si vous le voulez après, dans les questions. Ensuite, on a essayé de voir, d'établir l'intervalle idéal entre les dépistages. 1 an, 2 ans, 3 ans. Malheureusement, aujourd'hui, par rapport aux études qui ont été menées, et c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Et malheureusement, le groupe de travail n'a pas su se prononcer sur ce point-là. Je vais vous parler maintenant des effets néfastes. Alors, pour le dépistage du cancer du sein par mammographie, on reconnaît 3 effets néfastes principaux. Le premier, ce sont les cancers radio-induits, c'est-à-dire ce sont les cancers qui sont provoqués par le fait que vous ayez faire des mammographies tous les 2 ans. Le deuxième, c'est le surdiagnostic, c'est-à-dire on dépiste un cancer qui, en fait, si on ne l'avait pas dépisté, pas traité, ne se serait pas développé et la femme aurait continué à vivre tranquillement sa vie et serait morte n'aurait pas eu de cancer développé et serait morte d'une autre cause. Le troisième effet néfaste, ce sont les faux positifs. C'est-à-dire, vous allez au test, on vous dit peut-être il y a quelque chose, il faut qu'on vérifie, et puis après dans la vérification, on se rend compte qu'en fait il n'y avait pas de tumeur, et donc c'était ce qu'on appelle un faux positif. Et donc pour ces 3 types d'effets, le groupe de travail a revu l'entièreté de la littérature et pour essayer de voir si on peut mettre le même type d'indication, le même type d'étiquette qu'on a mis sur les effets bénéfiques, de les mettre sur ces effets néfastes. Et vous voyez qu'il y en a 2 pour lesquels c'est du rouge foncé, donc des indications suffisantes que la mammographie détecte des cancers qui n'auraient pas été diagnostiqués si la femme n'avait pas participé à un dépistage. Donc il y a des indications suffisantes pour le surdiagnostic. Il y a aussi des indications suffisantes qu'un résultat faux positif lors d'une mammographie a des conséquences psychosociales à court terme. C'est-à-dire, une fois que vous allez faire une mammographie, on vous dit « Ah, peut-être il y a quelque chose ». Évidemment, c'est le stress. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous êtes dans les incertitudes. Vous attendez les prochains résultats. Et tout ça, ça diminue la qualité de la vie
de la femme jusqu'au jour où finalement on lui dit non, finalement il n'y a rien, et peut-être même au-delà, parce qu'elle va peut-être penser qu'elle est à plus haut risque qu'une autre femme pour laquelle il n'y a pas eu cette détection, ou voilà, ça va changer son attitude par rapport au dépistage et au cancer du sein en général. La bonne nouvelle, c'est par rapport au cancer radio-induit. Donc le groupe de travail est déterminé qu'il y a des indications suffisantes que le risque des cancers radio-induits par mammographie, donc chez les femmes de 50 ans et plus, est largement compensé par la réduction de la mortalité par le cancer du sein liée au dépistage. C'est-à-dire sur l'ensemble des femmes qui bénéficient du dépistage, il y en a très peu en nombre pour lesquelles un cancer va être radio-induit. Voilà. Troisième diapositive sur le dépistage par mammographie, c'est sur le coût-efficacité. Qu'est-ce qu'on appelle coût-efficacité ? C'est de savoir si, au niveau d'un système national, un pays ou une région qui veut développer un programme de dépistage, est-ce que c'est efficace, pas seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau du coût par rapport à la population, par rapport à l'incidence du cancer, par rapport à la participation des femmes, en l'occurrence, dans ce programme. Donc le groupe de travail déterminé qu'il y a un bénéfice net à inviter des femmes âgées de 50 à 69 ans à un dépistage par mammographie, et que le dépistage par mammographie est coût efficace dans les pays à forte incidence de cancer du sein. Évidemment, vous mettez en place un programme, il faut qu'il y ait assez de personnes dans ce programme pour qu'il soit rentable. Je vais vous parler ensuite des autres méthodes de dépistage, parce que bien sûr, on parle beaucoup de la mammographie, et puis par rapport aux effets négatifs, aux néfastes, etc., on se dit, ah, mais pourquoi on ne peut pas trouver d'autres méthodes ? Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'examen clinique par les seins, des seins, qui se fait normalement régulièrement lors des visites gynécologiques, et puis l'autopalpation, qui est en fait le même type d'examen, mais qu'on est censé faire chez soi. Donc pour ces deux types d'examens, le groupe de travail a considéré, pour l'examen clinique des seins, donc qui est fait par un médecin, un gynécologue ou un professionnel de la santé, qui a un niveau d'indication insuffisant sur la mortalité par cancer du sein. Ceci, ce n'est pas tellement par manque d'efficacité de la méthode, mais c'est plutôt par le manque d'études qui ont essayé de montrer une réduction de la mortalité, puisque les études qui sont en cours n'ont pas encore ces résultats. Cependant, on a pu montrer une claire diminution, un déplacement du stade des cancers vers des stades plus précoces, c'est-à-dire au lieu de détecter des cancers à des stades très avancés, où il est beaucoup plus difficile de les traiter et où le risque de mortalité est plus élevé, on va les détecter à des stades plus précoces, où on pourra plus facilement les traiter et où les pronostics de survie sont meilleurs. Par rapport à l'autopalpation, par contre, les données sont insuffisantes qu'elle ait un effet sur la mortalité ou sur les cancers dans l'intervalle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est préconisé. Voilà. Juste une diapositive sur les femmes à haut risque. C'est donc, comme je vous l'ai dit au début, une catégorie de personnes qui, pour différentes raisons, sont à risque plus élevé de cancer du sein, soit liées aux mutations BRCA1, BRCA2, dont vous avez peut-être entendu parler, qui augmentent très fortement le risque de cancer chez les femmes qui ont cette mutation, ou des risques familiaux sans les mutations, les femmes qui ont des antécédents du cancer du sein ou d'autres lésions dans les seins. Ces différentes catégories ont été étudiées avec différentes techniques et on a étudié de nombreux effets. En bref, c'est pour dire qu'en fait, c'est on va dire un sujet très complexe avec une grande diversité de catégories, de méthodes, de techniques, etc. Et sur les données qui sont disponibles actuelles, on n'a pas vraiment réussi à trouver une méthode qui soit plus adaptée pour ces femmes-là. Il y a juste une augmentation de la sensibilité sur certaines méthodes, etc.
ce que j'ai mis en rouge là. Mais voilà, on va dire les études sont encore trop à leur début pour pouvoir identifier la meilleure façon de détecter ces cancers chez ces femmes en risque. Je vais passer à autre chose. Est-ce que je fais maintenant quelques questions à la fin? Non, plutôt à la fin. Enfin, d'accord. Voilà, dans la deuxième partie de ma présentation, je voulais vous parler des déterminants de la participation au dépistage. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire quels sont les facteurs, les éléments qui font qu'une personne va aller à un dépistage si elle est invitée ou pas. Donc, dans ces déterminants, il y a toute une série de facteurs personnels et des facteurs socio-économiques. Donc, il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus, et on a pu relever que le revenu, le niveau d'éducation et le niveau socio-économique sont positivement associés à une participation, c'est-à-dire plus ils sont hauts, plus le revenu est élevé, plus le niveau d'éducation est élevé, plus les personnes sont, enfin les femmes, parce qu'en l'occurrence ces données-là sont uniquement pour le cancer du sein, plus les femmes ont une haute probabilité de participer. Le lieu de résidence peut avoir un effet. Si vous habitez loin d'un hôpital, l'endroit où vous êtes invité, ça va diminuer vos chances d'aller à l'examen auquel vous êtes invité. L'état de santé, si vous êtes en mauvaise santé, les femmes en surpoids ou d'autres handicaps physiques et mentaux qui peuvent faire qui vont diminuer en fait la participation dans les programmes de dépistage. On a pu montrer par contre qu'un soutien social, les réseaux sociaux, les familles, les communautés, etc., vont favoriser la participation. Vous avez une amie, une collègue, une sœur, une tante qui est allée faire un dépistage, ben ça va vous influencer ça va vous stimuler pour aller à cette participation. Il peut y avoir aussi l'impact des services de santé, donc des recommandations par le généraliste, et puis la qualité des services. Si vous avez entendu parler d'un hôpital ou d'une clinique où le traitement est particulièrement bon, et ben ça va plutôt vous inciter à y aller. D'autres barrières qui peuvent avoir un effet négatif, la peur de l'examen, ou évidemment la disponibilité. On a tous des horaires surchargés, même pour prendre soin de soi. Dans un deuxième temps, des facteurs culturels. Donc ça, c'était dans le cadre du handbook. Je voulais juste préciser que comme nous, on a une vision au niveau mondial, certains de ces facteurs sont peut-être plus importants dans d'autres régions du monde, notamment la France. La France est un pays cosmopolite, donc ça peut aussi être observé ici, en France. L'absence de connaissances, l'incompréhension sur le cancer du sein, sur le dépistage, l'absence d'information a clairement été montré comme un des paramètres qui fait qu'on ne va pas aller à un dépistage ni spontanément ni sur une invitation. Des croyances culturelles, le fatalisme, ça on va dire peut-être surtout dans les régions ou les pays où il y a un dépistage opportuniste, où on doit, on va dire, soi-même prendre l'initiative d'aller au dépistage. L'intégration de la barrière de la langue dans les minorités ethniques dans certains pays. Vous avez peur d'aller voir le médecin parce que vous avez du mal à échanger. La perception du risque, ça c'est un point sur lequel je pense les programmes de dépistage travaillent beaucoup aujourd'hui, parce que c'est important d'informer, c'est important que la femme qui va au dépistage soit informée sur le risque qu'elle encourt et qu'elle prenne connaissance des effets positifs autant que des effets négatifs. Et si cette perception est faussée au départ, peut-être ça va fausser la volonté d'aller faire un dépistage. L'anxiété par rapport au cancer même, on n'a pas envie de savoir qu'on a un cancer, même si on sait que si on se fait dépister, finalement on sera mieux que si on attend qu'il grandisse. La peur des conséquences, évidemment. C'est pour ça que dans les facteurs positifs,
on a noté, l'ensemble des études qui montrent que la promotion du dépistage par les campagnes de prévention est très utile pour favoriser évidemment la participation, et heureusement. La confiance dans le système de santé, ça c'est un paramètre très important. Et puis le dernier point, le civisme, quelque chose d'assez intéressant qu'on a observé surtout dans les pays nordiques, où on considère que c'est un acte de civisme pour une femme d'aller se faire dépister pour le cancer du sein et pour les hommes pour les autres cancers. Quand j'en ai parlé, j'ai présenté ça à une autre assemblée, il y a beaucoup de personnes qui étaient très étonnées de voir que ça a vraiment été montré dans des études. Une toute dernière diapositive, je ne sais pas si on arrive à lire, pardon, mais c'était pour vous montrer un petit peu, parmi les pays d'Europe, en fait, il y a une grande diversité sur le moment à partir duquel ces pays ont commencé à développer des programmes de dépistage, et puis les taux de participation, qui sont intéressants, je pense, les deux points intéressants à regarder sur cette diapositive. Donc la Finlande et les pays nordiques en général sont bien en avance là-dessus. Et vous voyez que la Finlande était le premier pays à instaurer un programme en 1987. La Suède, 86 aussi, et les États-Unis et les Pays-Bas. Donc c'est vraiment les pays qui ont instauré les premiers programmes. Et au niveau de la participation, c'est aussi dans ces pays-là qu'on voit la plus forte participation, 87%, 80%. Voilà, des taux qui sont vraiment beaucoup plus élevés que, si je ne me trompe pas, en France, on tourne autour des 50%. Donc la grande question est de savoir pourquoi dans d'autres pays les femmes participent et pas en France, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser la participation des femmes dans les programmes de dépistage, en sachant que plus il y a de femmes qui participent, plus le programme est efficace. Je vous remercie de votre attention et je tâcherai de répondre à vos questions.